La microbiologie est l'étude des micro-organismes, de très petites créatures vivantes qui comprennent les bactéries, les champignons et les virus. Ces derniers sont souvent communément décrits comme des germes, mais le nom scientifique est micro-organisme ou tout simplement microbe. Le nom plus court avec lequel nous resterons principalement tout au long de ce programme. Chaque organisme vivant est composé d'une ou plusieurs cellules. Un corps humain adulte en compte des milliards. Cependant, la plupart des microbes existent sous forme de cellules uniques. Les bactéries, et il existe des milliers d'espèces différentes, se présentent en trois formes de base, en tige ou bacille, en sphère ou cocci, ou en spirale ou spirille. Les champignons se présentent sous forme de moule ou de levure. Vous n'aurez pas besoin d'introduction aux moisissures, qui sont couramment observées comme la masse verte et duveteuse sur le pain gâté ou le fromage et autres aliments. Les levures jouent en réalité un rôle essentiel pendant la production de nombreux aliments et boissons et sont rarement considérées comme des contaminants durant la production de médicaments. Les micro-organismes nous sont importants pour une multitude de raisons. Tout d'abord, parce que certains d'entre eux provoquent des maladies non seulement chez les personnes, mais aussi chez les animaux et les plantes. Les maladies humaines causées par les microbes vont du rhume et de la grippe aux tueurs majeurs tels que le choléra et le sida. Moins connu est le fait que de nombreux microbes sont utiles. Par exemple, ils provoquent la décomposition des plantes et des animaux morts. Ils aident les vaches à digérer l'herbe. Ils aident l'homme à faire du pain, de la bière et du vin. Comme le suggère leur nom, les microbes sont très petits, si petits que nous ne pouvons les étudier qu'à travers des microscopes puissants. Les virus sont encore plus petits même que la longueur d'onde de la lumière visible, donc nous devons utiliser des microscopes électroniques à balayage pour les voir. Les microbes sont si petits que dans les bonnes conditions, il peut y avoir un nombre considérable d'entre eux dans un petit espace. Une poignée de terre, par exemple, peut contenir plus de microbes qu'il n'y a de personnes sur Terre. Alors où trouvons-nous des microbes ? En un mot, partout. Pour être ce qu'on appelle viables, ce qui signifie survivre et prospérer, ils ont besoin de nourriture, d'humidité et de chaleur tout comme nous. Et ce sont ceux que nous trouvons dans les usines de fabrication de produits de santé. Mais tous les microbes n'aiment pas la même température que nous. Certains ne se développent que dans des conditions que nous trouvons trop froides, tandis que d'autres ne se développent que dans des conditions que nous trouverions bien trop chaudes. Comme nous l'avons vu, ils vivent dans le sol, dans les étangs et les rivières, et dans la mer. Ils peuvent vivre des centaines de mètres sous terre dans les roches de la croûte terrestre. Ils peuvent survivre dans les sources chaudes volcaniques qui tuent d'autres formes de vie, et peut-être qu'ils vivaient autrefois sur Mars. Plus près de chez nous, ils vivent dans les aliments, à la fois dans et sur les plantes et les animaux, et dans et sur nous. En fait, lorsque nous sommes complètement en bonne santé, beaucoup vivent dans notre tractus digestif ou intestin et sont essentiels à notre vie saine. Il y en a tellement que les bactéries représentent environ la moitié du poids sec de nos selles. Sur notre peau, notre emballage, une zone de peau de la taille d'un timbre-poste peut porter jusqu'à 4 millions de microbes. Et il peut y avoir jusqu'à 1 milliard dans 1 millilitre de salive. Certains types de bactéries appelées aérobies nécessitent de l'oxygène comme nous. Et parce qu'il y a de l'air partout dans une usine de fabrication, normalement, ce sont ces choses que nous nous attendons à trouver. Certaines microbes peuvent modifier leur métabolisme pour vivre avec ou sans oxygène et certains, appelés anaérobies, sont même tués par celui-ci. Les virus sont différents. Ils ne peuvent pas se développer seuls mais existent uniquement dans d'autres organismes vivants tels que les humains, les autres animaux, les plantes et autres microbes. Tous les microbes peuvent, lorsque les conditions sont réunies, se multiplier très rapidement. Certains types peuvent doubler toutes les 20 minutes environ, mais lorsque les conditions ne favorisent pas la croissance, par exemple, s'ils utilisent toute la nourriture disponible, les microbes peuvent simplement rester en attente jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Lorsque les conditions deviennent vraiment difficiles,
certains types de microbes peuvent produire des spores, des corps très résistants. Pensez à eux comme à des graines. Ils sont très difficiles à tuer et peuvent résister à des conditions qui tueraient les microbes actuels, mais ils reviennent ensuite à une vie normale une fois que les conditions sont de nouveau bonnes. Je pense que comme tous les types de microbes ne causent pas de maladie, pourquoi la microbiologie est-elle si importante pour les BPF et l'industrie des soins de santé? Eh bien, les médicaments sont administrés et des dispositifs sont utilisés pour soigner les personnes malades, souvent par des voies qui contournent les défenses normales du corps. Dans ces conditions, un microbe qui est normalement inoffensif pour les personnes en bonne santé peut causer des problèmes graves, voire mortels. Les personnes malades sont plus à risque car leur immunité, leur résistance à l'attaque de microbes hostiles, est sévèrement, parfois presque totalement détruite. Par exemple, la bactérie qui vit habituellement sur les matières végétales en décomposition et dans l'eau stagnante est également très courante dans les vases de fleurs coupées. Pourtant, ce même microbe peut provoquer une infection très grave chez les patients ayant subi des brûlures ou une intervention chirurgicale. Accessoirement, il est communément et incorrectement cru que les termes infection et maladie signifient la même chose. Pas du tout, car l'infection fait référence à la croissance des micro-organismes dans le corps, tandis que la maladie fait référence à un dysfonctionnement du corps. De toute évidence, l'infection peut entraîner une maladie, mais de manière confuse. Certains vaccins, comme celui de la polio par exemple, fonctionnent en fait en créant une infection sans maladie. De plus, ce ne sont pas seulement les micro-organismes vivants qui peuvent causer des problèmes. La paroi cellulaire de certains types de bactéries contient des substances connues sous le nom de lipopolysaccharides ou endotoxines qui provoqueront de la fièvre si elles sont injectées chez les animaux, y compris nous, même à très petite dose. Et cela peut être extrêmement dangereux chez les personnes malades. En raison de leur capacité à provoquer de la fièvre, les endotoxines sont également appelées pyrogènes, d'après le mot grec signifiant chaleur ou feu. Les matières premières et les produits finis sont rigoureusement testés pour vérifier qu'ils ne provoqueront pas de fièvre. Il était auparavant nécessaire de réaliser ce test en injectant réellement le produit dans des lapins étroitement surveillés, mais maintenant, un test biochimique, encore plus sensible, est couramment utilisé. Pendant la fabrication de médicaments, il existe une échelle claire de risque microbiologique pour les patients, qui est largement déterminée par la manière dont le produit est administré. Il est absolument intolérable que la moindre contamination affecte ceux qui sont administrés par injection, appelés produits parentéraux, ou appliqués aux orifices corporels, les yeux par exemple. La préparation doit être stérile, ce qui signifie totalement exempte de tout micro-organisme vivant. Cela s'applique également à tous les composés ou pansements utilisés pour traiter les plaies ouvertes, mais compte tenu de la tolérance de nos corps pour la grande variété de choses que nous mangeons et d'autres choses qui entrent dans nos bouches, le risque d'infection bactérienne est légèrement moindre avec les pilules et les liquides. De même, les dispositifs médicaux qui sont utilisés pour administrer des produits stériles doivent eux-mêmes être stériles, tout comme ceux utilisés sur les plaies, tandis que ceux utilisés uniquement à l'extérieur ont un facteur de risque plus faible. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi il est important de contrôler ou, mieux encore, d'éliminer les micro-organismes des médicaments. Mais étant donné qu'ils sont partout et peuvent être assez durs et très résilients, cela peut être difficile. Explorons comment la contamination microbienne pénètre dans l'usine de fabrication. Il y a 4 voies principales, commençant par les matières premières, surtout celles d'origine végétale ou animale. Deuxième, poussière et saleté. Troisième, dans l'eau, et enfin à travers les gens. Le niveau ou le nombre de microbes est souvent appelé la charge biologique, et les matières premières d'origine naturelle peuvent être traitées pendant le traitement pour la contrôler. Lors de la livraison à l'usine du fournisseur, les matières premières seront placées en quarantaine et échantillonnées, testées pour déterminer la taille de la charge biologique et le type de micro-organismes impliqués.
Tous les lots présentant une bioburdène trop élevée ou contenant des microbes nuisibles ne seront pas acceptés pour utilisation dans la fabrication. La poussière et la saleté peuvent pénétrer dans un bâtiment de nombreuses manières. Certaines sont arrivées par l'air, c'est pourquoi il est important de garder toutes les portes menant à l'extérieur fermées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La poussière est également aspirée dans l'usine par l'air à travers le système de ventilation et doit être filtrée. Les livraisons sont une autre voie de saleté, c'est pourquoi il faut nettoyer le siège lorsque les articles sont déplacés entre différentes zones de l'usine. L'eau est utilisée pour nettoyer pratiquement tout ce qui est associé aux produits de soins de santé pendant la fabrication et, incidemment, est l'ingrédient le plus utilisé. Cela représente également un risque significatif dans notre guerre contre les micro-organismes. Même si les entreprises qui fournissent l'eau de notre branche ou de notre ville sont tenues de filtrer et de traiter leurs approvisionnements pour répondre à des normes de qualité strictes, elles ne sont généralement tenues que de rendre l'eau potable, c'est-à-dire propre à la consommation, ce qui est tout simplement pas adéquat pour nos besoins. L'eau est un habitat idéal pour la croissance des microbes, surtout si elle ne bouge pas, ce qui leur permet de s'attacher aux surfaces. Donc, pour l'utilisation dans des produits de santé réglementés par les bonnes pratiques de fabrication, l'eau potable doit être soumise à une purification supplémentaire. Le processus de purification varie, mais peut inclure plusieurs types de filtration pour éliminer les solides et les micro-organismes. En faisant passer l'eau à travers des lampes ultraviolettes, en maintenant l'eau à des températures élevées, et en la gardant en mouvement en continu à travers des boucles. C'est pourquoi l'environnement et tout l'équipement doivent être soigneusement séchés après le nettoyage, car l'eau qui s'accumule dans les crevasses et les flaques est un bon endroit pour la croissance des micro-organismes. Et même s'ils sont tués plus tard, leur résidu d'endotoxines, c'est-à-dire les restes de leurs cellules mortes, est toujours très nuisible. La dernière façon pour les microbes d'entrer dans une plante et dans le produit est l'une des plus difficiles à contrôler. C'est, bien sûr, nous, les personnes qui y travaillent. Nous transportons de la saleté sur nos vêtements et chaussures, c'est pourquoi nous devons nous changer en tenue appropriée dès que nous entrons dans l'usine. Plus tôt, nous avons découvert que notre peau est couverte de microbes, surtout dans les zones qui sont chaudes et humides. En réalité, nous renouvelons notre peau toutes les quelques semaines, pas d'un coup comme un serpent, mais tout le temps sous forme de minuscules flocons de peau morte et sèche, qui, en fonction de l'urgence de nos mouvements, quittent le corps par centaines de milliers, souvent des millions chaque minute. Certaines personnes perdent plus de particules de peau que d'autres, et, en règle générale, les hommes en perdent plus que les femmes. Et ce n'est pas seulement lié à votre propreté, même si celle-ci est essentielle en soi. En effet, trop de douches ou de flacons, en asséchant la peau, peuvent effectivement augmenter temporairement le taux de desquamation. Le problème avec cette desquamation de notre peau n'est pas seulement les particules de peau, mais aussi les microbes qui vivent dans les recoins de notre peau et qui voyagent avec les particules. Comme quelqu'un l'a déjà dit, les particules de peau sont les bus et les trains sur lesquels les bactéries se rendent au travail. Ils contaminent, soit en devenant aériens et en se déposant sur ou dans des zones critiques, et il est évident que nous propageons des microbes par des toux et des éternuements. Un bon éternuement peut peut-être propulser 200 000 microbes dans l'air et dans le produit. Cependant, même la respiration propage certains organismes et plus nous parlons fort et avec force, plus de microbes sont dispersés. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne devez pas respirer au travail, mais vous devez éviter de parler inutilement, surtout de crier. Les toux ou rhumes doivent être signalés à votre superviseur afin qu'il puisse vous attribuer d'autres tâches si cela est approprié. Si vous êtes tenu de porter un masque facial, vous devez vous assurer qu'il est correctement ajusté afin qu'il puisse remplir efficacement sa fonction. Et, rappelez-vous, même les masques ne peuvent pas arrêter les microbes si vous toussez, éternuez ou criez. Ils les redirigent simplement. Nos mains, que nous utilisons constamment, sont de grands contaminants car lorsque nous touchons quelque chose, les résidus, les contaminants présents sur cet objet sont captés par nos doigts et nos paumes et transférés à la prochaine chose que nous manipulons. Cela s'appelle la contamination croisée, et, bien sûr, nous transférons également les bactéries qui vivent sur nos mains. La solution est un lavage des mains soigneux et régulier et le port de gants appropriés lorsque cela est nécessaire.
porteur des bijoux est également à éviter car ils fournissent un espace chaud et humide agréable que le lavage n'atteint pas et où les microbes vivent et s'amusent. Il serait extrêmement difficile de tuer tous les microbes sur notre peau sans nous tuer aussi. Et même si cela était possible, ce serait contre-productif car les microbes nous recoloniseraient rapidement. Pire encore, si les organismes de la peau normalement inoffensifs étaient tous tués, il y aurait peu de défense contre la recolonisation par des microbes pathogènes. Beaucoup de saleté est piégée sur la semelle de nos chaussures, c'est pourquoi nous devons souvent porter des chaussures de travail spéciales ou des couvre-chaussures. Pourtant, le transport de saleté sur nos semelles reste un problème majeur, c'est pourquoi nous devons marcher sur des tapis adhésifs situés stratégiquement à l'intérieur de l'usine. Au fait, il est très important que ces tapis collants soient maintenus propres ou soient changés fréquemment. Sinon, ils deviennent inutiles car la saleté s'accumule sur eux, et ils ne font que répandre la saleté des chaussures d'une personne à l'autre. Il est également important que le type réutilisable et nettoyable ne soit pas seulement nettoyé en profondeur, mais soit également séché en haut et en bas. Sinon, les micro-organismes trouveront un foyer confortable, chaud et humide pour se reproduire. Donc, une fois que nous comprenons les sources de contamination microbiologique, il s'agit vraiment de bon sens et de suivre les instructions pour les garder sous contrôle. En principe, tout le monde doit rester propre, et porter les vêtements de protection appropriés en tout temps. Jusqu'à présent, nous avons examiné ce que sont les microbes, où ils vivent, et comment ils pénètrent dans les zones de production pharmaceutique. Maintenant, nous allons examiner à quel point nos zones de travail sont contaminées. C'est ce qu'on appelle la surveillance environnementale et ce que nous pouvons faire pour réduire ou éliminer les microbes dans cette zone. Bien qu'ils soient très petits, compter les microbes est relativement facile. Nous nous appuyons sur le fait que, dans des conditions appropriées, les microbes se développent rapidement mais ne se déplacent pas très loin d'eux-mêmes. Pour fournir les bonnes conditions, nous utilisons divers types de géloses nutritives comme milieu de culture, souvent sous forme de boîtes de pétri avec agar, qui sont ensuite placées dans une incubatrice chaudée, bingo, nourriture, humidité et chaleur. Si nous collectons une seule microbe à la surface d'une plaque d'agar et plaçons la plaque dans un incubateur, bientôt le microbe grandira et se divisera environ une fois toutes les 20 minutes. Ces enfants vont grandir et se diviser. Leurs enfants grandiront et se diviseront, et ainsi de suite. En l'espace de 2 ou 3 jours, ce seul microbe, qui ne pouvait être vu qu'au travers d'un microscope, produira une colonie de millions d'autres facilement visibles à l'œil nu. Si nous supposons que chaque microbe séparé collecté sur la plaque donne naissance à une colonie visible, alors, en comptant les colonies, nous pouvons estimer combien de microbes étaient présents dans l'échantillon initial. Ce comptage est souvent exprimé en unités formant colonie ou UFC. D'autres méthodes pour détecter la présence de microbes comprennent l'échantillonnage actif de l'air où un échantillon d'air est soufflé sur un agar nutritif ou, alternativement, l'échantillonnage passif de l'air où une plaque d'agar est exposée à l'air, collectant les particules et les microbes qui se déposent délicatement dessus. D'autres méthodes consistent à toucher une zone d'un mur ou d'une blouse avec une boîte de pétri spécialement conçue, communément appelée une plaque Rodac. Pour prendre des empreintes digitales sur une plaque, je vais déposer un échantillon d'eau sur une plaque d'agar puis mesurer combien d'UFC se forme à partir du nombre de microbes vivants qu'il y avait dans l'échantillon original. Si nous savons quel type de microbes sont présents, nous pouvons faire une supposition raisonnable sur la manière dont ils sont entrés dans l'installation. Sont-ils des organismes cutanés typiques? Viennent-ils de l'eau ou de la poussière? Nous pouvons déterminer le type particulier de microbes qui forment une colonie particulière par la forme et la couleur de la colonie, en colorant les microbes pour la classification positive ou négative de Gram, et en les examinant à travers un microscope, ou en utilisant une variété de tests biochimiques et autres. Connaître les types de microbes nous indique également quand certains pathogènes sont présents, ce qui nous donne matière à préoccupation sérieuse. Comment et à quelle fréquence nous devons effectuer la surveillance environnementale dépend du type de produit et de la zone de l'usine. Par exemple, dans un entrepôt, les tests sont effectués une fois par an,
ou osons le dire, s'ils sont effectués du tout. À l'autre extrême, dans les salles blanches où sont fabriqués des produits stériles, des tests microbiologiques de l'air et de la surface sont effectués non seulement quotidiennement, mais souvent plusieurs fois par jour ou en continu. Il ne suffit pas de savoir combien de microbes il y a et quels types sont présents. Nous devons prendre des mesures actives pour réduire leur nombre dans l'usine afin de minimiser le risque qu'ils finissent dans le produit. Encore une fois, l'effort investi dépend de la nature du médicament produit et du stade de production. Les principaux outils que nous utilisons pour réduire le nombre de microbes sont les désinfectants. Il existe de nombreux types de désinfectants différents, chacun agissant de manière différente et étant plus ou moins efficace contre différents types de microbes. Certains sont relativement doux dans leur action. Par exemple, cet alcool à 70% est souvent utilisé comme un lavage pour les mains ou les gants, mais il ne tuera pas les spores pour lesquels des désinfectants beaucoup plus agressifs sont nécessaires. Les désinfectants fonctionnent de différentes manières et diffèrent dans leur efficacité contre différents types de microbes. De nombreuses usines pharmaceutiques changent de désinfectant toutes les quelques semaines ou mois, ce qu'on appelle la rotation des désinfectants. Ceci est pour empêcher les espèces de microbes d'accumuler une résistance qui pourrait se produire si un seul désinfectant était utilisé continuellement. Tout cela signifie que si vous utilisez des désinfectants, il est important de vérifier que vous utilisez le bon au bon moment. Il est également très important de suivre les instructions à la lettre lorsque vous utilisez des désinfectants. D'abord, parce qu'ils peuvent contenir des produits chimiques dangereux qui peuvent vous nuire. Ensuite, pour être efficaces, ils doivent être utilisés à la bonne concentration car plus n'est pas toujours mieux. Par exemple, l'alcool pur à 100% n'est pas aussi efficace comme désinfectant que lorsqu'il est dilué avec de l'eau purifiée pour faire une solution à 70%, ce qui renforce le principe et le message général du GMP que les instructions d'utilisation doivent toujours être suivies précisément. Bien sûr, même les désinfectants les plus puissants ne peuvent fonctionner que s'ils entrent réellement en contact avec les micro-organismes. Deux choses peuvent empêcher cela. La première concerne les zones qui sont inaccessibles ou très difficiles à atteindre, où la saleté et les microbes peuvent et vont certainement se rassembler, c'est pourquoi les zones critiques sont construites avec des coins de simèse et pourquoi toutes les fissures doivent être rapidement comblées et scellées. Le deuxième facteur qui empêche un désinfectant de fonctionner est la saleté qui à la fois cache ou protège les microbes et neutralise le désinfectant. Le terme technique pour cela est conditions de stress, qui peuvent également être causées par des résidus d'un produit antérieur. Pire encore, la saleté ou les résidus peuvent également servir de source de nourriture pour les microbes, ce qui les fait croître et se multiplier. C'est une des raisons pour lesquelles toutes les surfaces doivent être rigoureusement propres, tant dans la zone de production que sur le matériel de production, et pourquoi toutes les éclaboussures ou déversements doivent être nettoyés immédiatement. Dans les zones de fabrication de capsules, de comprimés et de produits topiques tels que les crèmes et les pommades, ces précautions sont normalement adéquates. Cependant, lorsqu'un médicament est manipulé à plusieurs reprises, comme un tube de pommade, il y a toujours un risque que des microbes y pénètrent et se multiplient. Pour faire face à ce problème, de nombreux produits topiques contiennent un conservateur pour contrôler la croissance microbienne. Il est important de comprendre que le conservateur n'est pas un filet de sécurité pour de mauvaises pratiques de production. Le conservateur est là pour empêcher la croissance des microbes lorsque le patient utilise le produit. Les médicaments administrés par injection, appelés médicaments parentéraux, ou, disons, dans l'œil, se contenter de maintenir le nombre de microbes en dessous des limites acceptables et d'exclure les agents pathogènes connus n'est pas suffisant. Il est essentiel que tous les microbes vivants soient exclus. On les appelle des produits stériles. Avec ceci, si quelque chose se passe mal pendant la fabrication et qu'un produit contaminé microbiologiquement est administré à un patient, les conséquences peuvent être, au mieux, sévères et, au pire, permanentes. Heureusement, de tels incidents sont assez rares, mais le risque est toujours présent et nécessite un effort permanent pour s'assurer qu'ils ne se produisent tout simplement pas. La fabrication de produits stériles est complexe et, si vous comptez travailler dans ce domaine,
vous recevrez une formation spécialisée approfondie. Alors, nous allons simplement introduire comment c'est fait en commençant par la définition de stérile, ce qui signifie sans aucun organisme vivant. Un autre mot que vous entendrez souvent dans le contexte de la production stérile est aseptique, et cela signifie en l'absence totale de choses vivantes. G. Micro-organismes. D'accord. La fabrication de produits stériles est réalisée en garantissant que la zone de production est protégée contre les sources de contamination. En pratique, cela signifie utiliser des environnements spéciaux appelés salles blanches qui sont fabriqués à partir de matériaux qui sont lisses, résistants à la libération de tout contaminant, et facilement nettoyables, et dans lesquels l'air entrant est recyclé et filtré par des filtres EPA à haute efficacité pour éliminer 99,997% de tous les contaminants supérieurs à 0,5 micron de taille. Pour information, un cheveu humain moyen mesure 200 microns de diamètre. La recherche a révélé que de toute la contamination aéroportée dans les salles blanches, 80% provient des personnes, 15% provenant des plantes et de l'équipement, et seulement 5% de l'environnement. Cet air pur est ensuite normalement maintenu à une pression supérieure appelée pression positive par rapport aux pièces environnantes afin que toute particule qui pourrait se trouver dans la salle blanche soit emportée par l'air de retour, et que toutes les fuites d'air à travers des fissures ou lorsque les portes sont ouvertes se trouvent à l'extérieur de la salle blanche et non à l'intérieur. On dit généralement car avec le développement de la biotechnologie, il y a un besoin d'environnement à pression négative où l'air circule à travers des filtres et pas de sortie pour protéger à la fois les personnes et l'environnement des contaminants dangereux. Tu diras. Nous avons entendu plus tôt que les personnes sont les principaux pollueurs. Alors, comment tu te débarrasses de celui-ci? Simple. Les personnes qui travaillent dans les salles blanches doivent porter des vêtements spéciaux fabriqués à partir de tissus synthétiques 100% tissés serrés qui ne produisent pas de peluche comme nous en voyons sur les vêtements normaux. Les normes d'hygiène personnelle sont également augmentées de plusieurs crans, y compris le lavage de type chirurgien, le port de cagoules et de masques, et de gants stériles. Il existe d'autres moyens de fournir un environnement de travail propre ou réceptif, qui inclut des bancs propres alimentés en air filtré par EPA, pour lesquels exactement les mêmes règles s'appliquent, et des isolateurs qui adoptent les mêmes principes de travail propre mais le font en utilisant un équipement qui est totalement isolé de son environnement et des personnes qui le manipulent. Certains produits stériles sont normalement stérilisés en fin de fabrication par exposition à la chaleur soit dans un autoclave, soit plus rarement, dans un four à chaleur sèche. Cependant, certains ne peuvent pas rester efficaces après un chauffage prolongé comme l'autoclavage et sont produits dans ce que l'on appelle des conditions aseptiques. Essentiellement, le système de salle blanche, mais en prenant encore plus de soin à ce que tout soit fait en l'absence totale de micro-organismes. De plus, qu'ils soient produits sous stérilisation terminale ou dans des conditions réceptives, ces produits sont également filtrés pour éliminer les microbes lors du remplissage. Pour d'autres produits, y compris de nombreux dispositifs médicaux, deux autres méthodes de stérilisation sont souvent utilisées. L'irradiation, généralement avec des rayons gamma ou un faisceau d'électrons à haute énergie, et l'exposition à un gaz stérilisant comme l'oxyde d'éthylène. Mais quelle que soit la méthode de stérilisation utilisée, il est plus facile de l'atteindre lorsque le nombre de microbes à tuer ou à enlever est faible. La stérilisation ne nettoie pas les produits sales. Cela signifie que les matières premières doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles ont un faible fardeau biologique. L'eau nommée EPI, eau pour injection, est davantage purifiée généralement par distillation et maintenue en circulation et chaude. Tout l'équipement et l'environnement scrupuleusement nettoyés et stérilisés, et toutes les personnes correctement vêtues et respectant scrupuleusement les règles. Ceci a donc été une brève introduction à la microbiologie et son importance dans les réglementations BPF. De ce programme, vous avez appris ce que sont les microbes, où ils vivent, pourquoi nous devons contrôler leur nombre dans les médicaments, et les conséquences potentiellement graves pour le patient si nous ne le faisons pas.
Comment nous abordons cela et pour certains types de médicaments, comment nous les excluons complètement par stérilisation? Passons maintenant en revue le programme et souvenons-nous que les micro-organismes sont de très petites choses vivantes qui incluent les bactéries, les champignons et les virus. La plupart des microbes existent sous forme de cellules uniques. Les bactéries ont 3 formes de base, les bâtonnets ou bacilles, les sphères ou cocci, et les spirales ou spirilles. Les champignons se présentent sous forme de moisissures et de levures. Les virus ne sont pas des êtres séparés, mais existent dans d'autres organismes. Les microbes existent partout, et pour survivre, ils ont besoin de nourriture, d'humidité et de chaleur. De nombreuses bactéries bénignes vivent sur nous et en nous, et lorsqu'on est en bonne santé, elles sont essentielles à notre bien-être. Lorsque nous sommes malades, ces bonnes bactéries et d'autres peuvent surmonter nos défenses déjà affaiblies et causer de graves problèmes. Les microbes se multiplient très rapidement, pouvant potentiellement doubler en volume toutes les 20 minutes. Parce qu'ils contiennent des endotoxines ou des pyrogènes, ils peuvent provoquer de la fièvre. L'objectif lors de la fabrication de tout produit de santé est de garantir qu'aucun micro-organisme n'entre dans le produit ou son emballage. Il existe une hiérarchie de risques avec les médicaments qui sont injectés ou appliqués sur les ouvertures du corps ou les plaies, présentant le pire risque. Les médicaments pris par voie orale ont tendance à présenter un risque plus faible. Les micro-organismes pénètrent dans les usines de production par le biais des matières premières entrantes et sont généralement mis en quarantaine et échantillonnés sur la poussière et la saleté, à travers les portes et sur les matériaux d'emballage dans l'eau, la matière première la plus utilisée, qui doit être purifiée, et sur les personnes qui portent des microbes et doivent observer des régimes d'hygiène et de vêtements stricts. Les personnes malades devraient se voir attribuer des tâches sans risque jusqu'à ce qu'elles se sentent mieux. La saleté et donc les micro-organismes sont attirés par les chaussures, c'est pourquoi des chaussures spéciales ou des couvre-chaussures sont portées. Toutes les zones sont surveillées pour la charge biologique avec une fréquence dépendante du type de produit ou du risque pour le patient. La contamination microbiologique est surveillée à l'aide de gélatines nutritives telles que l'agar, qui sont incubées pour créer des unités formant des colonies. À partir de ceci, la quantité et le type de micro-organismes peuvent être déterminés. Les produits stériles sont fabriqués dans des salles blanches conçues pour contrôler toute contamination aérienne et de surface. Les personnes qui travaillent dans des salles blanches portent des vêtements spéciaux et prennent encore plus soin de leur hygiène personnelle et de leur comportement. Les désinfectants sont l'arme principale dans la lutte contre la contamination, et différents types sont plus ou moins efficaces pour des applications spécifiques. Les désinfectants ne peuvent être efficaces que si les surfaces sont nettoyées avant leur application. De nombreux produits stériles sont stérilisés dans des autoclaves utilisant de la vapeur sous pression pour tuer les microbes. D'autres méthodes comprennent la radiation gamma et le gazage à l'oxyde d'éthylène. N'oubliez pas que la lutte contre les micro-organismes exige que tout l'équipement et l'environnement soient scrupuleusement nettoyés et stérilisés, que toutes les personnes soient correctement habillées et observent toutes les règles avec minutie.